Mini Radio. You know nothing, Jon Snow. Lannister always pays his debts. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Bonjour cher peuple de Westeros, l'heure est grave, and now our watch has ending, comme dirait Jon Snow. Dimanche 20 mai, HBO et OCS chez nous ont diffusé le grand final de Game of Thrones. 8 saisons, 73 épisodes de Jeu des Trônes pour enfin savoir. Alors, qui a fini sur le trône de fer, le feu ou la glace ? Game of Thrones, œuvre majeure de la pop culture des années 2010, a-t-elle réussi sa sortie ? Je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge, le site 100% série de Combini. Et dans ce tout dernier numéro du débrief de Fer, notre podcast dédié à Game of Thrones, nous allons revenir évidemment sur ce grand final et tenter, un peu comme Drogon, de prendre de la hauteur pour réfléchir à la morale de l'histoire et à l'après Game of Thrones dans le monde merveilleux des séries. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Chaillan, philosophe et autrice du livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Hello Marianne. Hello. Ça va bien ? Je survis. Remise de ce final. Ben voilà, j'essaye. On va tous faire une cellule psychologique ensemble. Voilà. Également à mes côtés, la journaliste Charlotte Bloom, animatrice de l'émission Story Série, diffusée tous les lundis sur OCS City, qui suit donc de très très près, Charlotte, j'imagine, Game of Thrones depuis les débuts. Coucou. Coucou. Est-ce que tu as un premier sentiment, un petit feeling, des petits adjectifs teasing Moi, je vais suivre un peu Marianne, je dirais je suis fatiguée. Comme Jon Snow, quoi. On est tous crevés, quoi. Et toujours à mes côtés, maître Adrien Delage, journaliste à Binge et grand spécialiste des théories autour de Game of Thrones. Alors Adrien, toi aussi t'es crevé ? Ouais, fatigué et puis une petite forme de mélancolie quand même en voyant ce dernier épisode. Alors c'est parti pour le débrief de Fer, épisode 6, l'épisode The Iron Thrones, le trône de fer, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais du tout, reprend après le carnage de Port-Réal par Daenerys. Et pour se remettre dans l'ambiance, on va écouter un premier son dans lequel Tyrion n'a plus de doute sur ce qu'il faut faire. Il faut tuer la Queen Daenerys. Enfermée par la reine des 7 couronnes, le dernier des Lannister va donc tenter de faire comprendre à Jon que c'est la seule solution et que lui seul en plus peut commettre cet acte aussi terrible que nécessaire. She believes her destiny is to build a better world for everyone. If you believed that, if you truly believed it, wouldn't you kill whoever stood between you and paradise? I know you love her. I love her too. Not as successfully as you, but I believed in her with all my heart. Love is more powerful than reason. We all know that. Look at my brother. Alors Tyrion pose là tout le dilemme moral de Jon. J'ai l'impression qu'il doit constamment choisir entre devoir et amour. Les deux semblent incompatibles. On l'entend dire l'amour est plus fort que la raison. Tyrion dit ça. Donc Marianne, toi qui es philosophe, qu'est-ce que tu en penses de ce dilemme moral là qui est posé par rapport à Jon Snow ? Bon, cette scène, elle était vraiment très intéressante. On a reproché à cette série de ne pas être écrite. Et là, pour le coup, cette scène était vraiment écrite entre les deux personnages. Cet épisode, c'était effectivement le grand retour de la philosophie morale dans Game of Thrones, les dilemmes, etc. Mais après l'avoir réécoutée, je la trouve particulièrement perverse pour plusieurs raisons, cette scène, et complexe en tout cas. C'est que Tyrion est en train d'expliquer à Jon que s'il faut tuer Daenerys, il faut s'en débarrasser, c'est parce qu'elle a quelque chose d'hyper dangereux, c'est qu'elle prétend savoir ce qu'est le bien. Oui. Et pour autant, il dit à Jon, tu dois la tuer, et c'est ça le bien. C'est-à-dire qu'il est lui-même dans le défaut qu'il dénonce chez Daenerys. Et du coup, je trouve que déjà, le personnage de Tyrion est du coup pris dans une contradiction qui est intéressante. Il est décevant dans cet épisode, peut-être que j'aurai le temps d'expliquer. Et effectivement, il soumet Jon à un dilemme qu'il a déjà connu dans la saison 1. Il hésitait à aller secourir son père Ned, et quand il s'est retrouvé face à Maester Aemon, il le rappelle, qui était son grand-oncle ou je ne sais pas qui de la famille. Il ne le savait pas à l'époque, puisque c'est un Targaryen, Maester Aemon. Et là, il dit qu'il y a un conflit entre amour et devoir, Jon, à nouveau, comme Aemon le disait. Et en fait, cette scène est très particulière. Il y a vraiment du sous-texte. Pour une fois, je veux dire, dans cette saison, on a l'impression qu'on en a un peu manqué, mais il y en a. Et en l'occurrence, le geste de tuer Daenerys, il est totalement contraire aux principes moraux de Jon.
Tyrion essaie de l'y résoudre, mais en fait, selon une logique qui n'a jamais été celle de Jon. Jon ne ment pas, ne tue pas. C'est un Cancien, j'ai essayé de le développer plusieurs fois. Le meurtre est immoral. Et là, Tyrion essaye de le faire aller là-dedans, ce qui est pas du tout la philosophie de Jon. Et en plus, on voit que Jon résiste à ce moment-là. À ce moment-là, il résiste. Et quand il franchit le seuil de la porte, on a l'impression qu'il ne va pas céder à la tentative de Tyrion de le transformer en bombe. C'est ça, en fait. Jon est le bras armé de Tyrion. Enfin, c'est horrible. Du coup, il est très lâche dans cet épisode. C'est même pas lui qui décide de tuer Daenerys. C'est Tyrion qui l'amène à tuer Daenerys. Et en fait, qu'est-ce qui décide Jon ? Je ne sais pas si vous voyez, sur le seuil de la porte, c'est quand Tyrion évoque Sansa et Arya. Et donc, au final... Qu'est-ce qui va pousser Jon à tuer Daenerys ? L'amour. Il le ramène à l'affect. Non, mais l'amour, encore une fois. Donc, c'est pas du tout un choix par morale. Donc, c'est pas mal comme scène, finalement. Hein. C'est pas, voilà, c'est très, très complexe, en tout cas. Et du coup, Jon, qu'on présente comme l'homme du devoir, l'homme de la morale, va se résoudre à tuer Daenerys, ce qui est contraire à sa morale, pour un motif non moral, protéger ses sœurs, donc par affect. C'est pas mal. Ouais. Cette scène, c'est vrai qu'elle nous ramène un personnage Tyrion qu'on n'avait pas vu aussi flamboyant et aussi bavard depuis longtemps dans Game of Thrones. Du coup, cet aspect-là de la série, on a effectivement beaucoup dit qu'il était plus trop présent en saison 8. Ça fait plaisir quand même, non ? Mais est-ce qu'il y avait encore de la place dans cette saison pour se poser et réfléchir, en fait ? Moi, j'ai l'impression que c'est une saison qui a filé tout droit. C'est-à-dire que soit on s'est posé pour se dire « on va mourir demain, faisons des blagues, redevenons amis, faisons-nous dépuceler, que sais-je encore d'idées bizarres », soit on fonce, on fait la guerre. Et en fait, moi, j'ai eu le sentiment que c'était une des premières fois, avec un très beau dialogue dans l'épisode 5, toujours avec Tyrion, mais cette fois avec Jaime, où on s'est enfin posé pour réfléchir 5 secondes et arrêter de foncer droit dans des murs. Et j'ai l'impression aussi que, effectivement, Jon Snow... l'amour pour ses sœurs, cousines, enfin bon, oui. admettons, pour Sansa et Arya a joué, mais je pense que ce qui peut avoir joué aussi, c'est que c'est aussi un moment où il est en train de comprendre que toutes ses grandes valeurs, toute sa grande droiture n'a pas empêché tous les carnages qu'on a eus, n'a pas empêché qu'en fait, tout ce que lui avait prévu, tout ce que lui espérait n'a pas fonctionné. Et que quelque part, tu peux pas... il faut écouter ce qui se passe autour de toi, quoi. Tu ne peux pas écouter que tes propres valeurs. Tu es obligé de faire avec ce qui se passe autour de toi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui a pu tourner chez lui et de se dire, je vais peut-être m'asseoir sur mes valeurs à moi pour le bien commun. Et il était très silencieux en plus dans cette saison. Tout le monde disait qu'il servait à rien, le pauvre. Et il retrouve limite un petit peu de voix en moi. On l'entend douter en fait sur quelles sont justement les valeurs auxquelles il doit adhérer. Est-ce qu'il tient à sa parole, qui est donc de suivre sa reine jusqu'au bout, de croire en sa vision à elle du bien, ou est-ce qu'il écoute Tyrion ? Il y a un peu le côté je doute donc je suis. Mais cette scène là de Jon et Tyrion, elle fait symétrie à la scène entre Ned Stark et Jaime dans la saison 1, quand Jaime raconte qu'il a tué le roi fou et qu'il essaye de s'attirer la sympathie de Ned, parce que quand même le roi fou avait tué le père de Ned et le frère de Ned, et il lui dit, tu vois, j'ai épargné la vie de plein de gens, puis en plus j'ai vengé ta famille. Et Ned, qui a exactement le même système moral que Jon, qu'est-ce qu'il dit ? Sa réponse, c'est « et alors, ça reste un meurtre ». C'est immoral, c'est ce que tu te racontes à toi-même pour te consoler, mais c'est injustifiable, ce qui est surprenant d'ailleurs. Et c'est pour ça que du coup, le geste de Jon... il est paradoxal au regard du personnage de Jon. Au moment où il tue, il ne fait pas comme Ned Stark avait fait, et c'est assez contradictoire au regard des principes que Jon a suivis toute la série. C'est lui qui brise la roue au final. Oui, il brise d'une certaine manière la roue, mais bon, on va... Ouais. Bon, alors tant qu'on a parlé plusieurs fois de cette fameuse scène, donc là on va maintenant l'écouter, la scène où Jon finalement fait le choix, après avoir été dans le doute de son action, il va finalement faire le choix de tuer sa reine. Be with me. Build the new world with me. This is our reason. It has been from the beginning, since you were a little boy with a bastard's name, and I was a little girl who couldn't count to 20. We do it together. We break the wheel together. You are my queen. Now and always.
Alors, une dernière fois, Jon confronte sa vision du bien et du mal avec celle de Daenerys avant de finalement choisir de la tuer. On s'en doutait un peu beaucoup quand même de cette fin. Enfin, en fait, sur la dichotomie du bien et du mal, ça semble un peu complexe, mais d'un point de vue purement narratif, c'est pas genre super prévisible. C'est prévisible et à la fois hyper déceptif, je trouve. C'est-à-dire qu'il y avait finalement, si tu fais la somme de cette grande série, il y avait 2 grandes menaces qui étaient le Roi de la Nuit et Daenerys. Les 2 sont tués en 15 secondes par un coup de poignard. Et en fait, t'as vraiment l'impression qu'on n'a pas arrêté de te faire monter les œufs en neige pour qu'ils retombent d'un coup. Moi, j'ai trouvé ça, au-delà d'un côté très néo-romantique, un peu neuneux. Enfin, c'est trop facile. Je veux dire, on peut pas nous amener... Surtout après l'épisode qu'on vient de se taper la semaine dernière, où vraiment Daenerys était le diable incarné. Et j'ai l'impression d'être dans un truc un peu pour enfants, quoi. Adrien? J'ai trouvé qu'en fait Daenerys prenait un peu le rôle de Cersei dans cet épisode qu'elle avait toute la saison 8, c'est-à-dire le rôle d'une figurante, parce qu'il y aurait quand même son problème en 15 minutes dans l'épisode. J'ai trouvé ça très rapide et je suis pas hyper fan du montage aussi qui montre sa mort. Je trouve que ça va très vite pour une fois où Game of Thrones pouvait prendre son temps. Et puis il y a déjà sur internet, il y a déjà des gens qui commencent à se moquer un peu du jeu d'Emilia Clarke en faisant une comparaison avec Mario Cotillard dans Dark Knight Rises, donc dur. Cette intrigue, elle conclut un arc narratif qui est assez controversé. C'est celui donc de la Mad Queen, mais ça fait aussi du coup penser au traitement des personnages féminins dans la série. Une série, on va le rappeler, en écrasante majorité écrite par des hommes. Et là, je trouve qu'on retrouve le côté un peu implacable de Game of Thrones avec les femmes. En fait, Daenerys, on sait qu'elle veut le trône depuis le début, on la suit pour ça, mais on a l'impression que la série, en fait, elle la juge trop ambitieuse, quoi. C'est-à-dire que on la voit arriver dans la salle, elle a même pas le temps de poser ses fesses sur le trône, ce fucking trône de fer, excusez-moi, qu'elle se fait tuer, quoi, avant. Non, vous avez pas trouvé? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement frustrant, non? Oui, c'est vrai. Mais comme on avait vu la vision de Bran, on savait qu'elle allait pas s'asseoir dessus, donc oui, ça m'a empêché d'espérer trop longtemps. Mais ouais, moi, j'aurais trouvé ça frustrant si je l'avais pas vu brûler des millions d'innocents juste avant, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu peux pas tout avoir non plus. Enfin, je veux bien... évidemment qu'il y a un problème sur le traitement des femmes dans la série, surtout après nous avoir fait de jolies promesses pendant des saisons et des saisons pour finalement nous dire que non, on va traiter les femmes comme tout le monde. Mais bon, est-ce que vraiment on avait envie qu'elle ait ce merveilleux moment de gloire après l'épisode 5? Je suis quand même pas sûre, quoi. Ouais, c'est vrai mais en fait, elle a Breaking Bad, elle a tourné mauvaise, on va dire, trop vite pour moi. Moi, j'ai encore... moi, j'ai la Daenerys des 7 saisons nues, même au début. Elle sauve le monde, en fait, elle aide à sauver le monde. Il y a 3 épisodes. Donc pour moi, je suis pas passée... D'ailleurs, je suis comme Jon Snow, qui lui non plus n'y croit pas que Daenerys, en fait, elle a complètement vrillé. Et qu'est-ce qui lui fait... c'est quoi le déclic en fait pour lui, parce qu'il décide de la tuer assez vite, alors que dans cet épisode il est quand même dans un espèce de doute terrible dans ces conversations qu'il a, même avec Daenerys juste avant de la tuer en fait. Moi j'ai l'impression que quand il a cette conversation avec Tyrion, il sait que c'est ce qui est attendu de lui. Il dit le contraire à Tyrion, il dit c'est ma reine, c'est elle qui décidera, mais en même temps il a ce geste sur l'épaule de Tyrion qui dément sa propre parole, et on a l'impression qu'il a acté que c'est son prochain rendez-vous à Jon. Il va devoir tuer Daenerys, mais quand il se retrouve face à elle, on a encore un petit peu d'espoir. Il semble douter, et en même temps, s'il doutait vraiment, moi, et c'est pour ça que je suis moins sévère que vous sur la scène et sur Daenerys à ce moment-là, s'il doutait vraiment, il aurait dû prêter attention à ce qu'elle dit, parce que là, elle est beaucoup plus nuancée, pour une fois, que le portrait qu'on nous en a fait dans toute la saison 8. J'ai retrouvé un peu d'humanité. D'ailleurs, elle a le visage qui s'est détendu, elle est souriante, elle rappelle son enfance, et il lui dit bon, moi je veux qu'il y ait un monde de clémence, et elle lui dit oui, ça sera le cas, et c'est d'ailleurs très difficile d'imaginer ce monde qui n'a encore jamais existé, et cette femme qui, paraît-il, selon Varys et Tyrion, ne serait jamais prête à partager le pouvoir, offre à Jon de partager le pouvoir avec elle, faisons-le à 2. Donc si vraiment il avait été dans le doute, et s'il avait écouté, elle retrouvait cette forme d'humanité. Et quand elle lui dit bon, je fais exécuter des soldats, c'est vrai, oui, j'ai mis Tyrion en prison, c'est vrai, mais est-ce que tu ferais pas pareil? Nous, on se rappelle que quand Jon a été ressuscité, il a fait exécuter tous ceux qu'il avait mis à mort, y compris le jeune garçon, y compris au lit. Donc lui-même n'a pas fait preuve de clémence. Qu'est-ce qu'il lui demande là? Il l'a pas fait, lui. Après, lui, il a pas tué non plus toute. Voilà, le problème, c'est il a pas tué toute une ville pour le plaisir de tuer, alors que la ville s'était rendue. Alors, c'est pas pour le pouvoir de tuer. Pour moi, c'est le seul point noir de cette saison. Vraiment, c'est que ce geste, vraiment, qu'elle brûle le château, ça ça s'explique. Mais elle le dit bien. Et je crois que c'est vrai. Bon, même si j'ai du mal
je crois que cette Cersei qui a été passive à mort pendant la bataille de King's Landing, je me dis, mais où est le plan B de Cersei ? Il est où son... Mais oui, moi aussi. Son plan B, c'était ça. C'était de faire en sorte que si c'était pas elle qui reste, Daenerys pourrait pas monter non plus parce qu'elle allait devoir commettre un acte parfaitement atroce qui la discréditerait. Donc elle a fait rentrer tous les innocents et elle le dit à un moment donné. Pour venir là, il va falloir qu'elle bute tout le monde. Et Daenerys, elle le dit à Jon, c'est pas moi c'est Cersei qui s'est servi de leur naïveté comme un rempart. Et finalement, elle est aussi responsable que moi. En fait, j'ai l'impression que tous les personnages ont foiré cette saison, tous, sans exception. Est-ce que Drogon a foiré ? Parce qu'on va revenir sur Drogon, qui est donc le dragon de Daenerys. C'est lui, finalement, qui détruit le trône de fer. Ça, c'est tout un symbole, Adrien. Oui, parce que celui qui l'avait forgé, c'était Balerion la Terreur Noire, qui est donc le dragon de Aegon Targaryen, premier du nom, qui est celui qui a conquis les 7 royaumes. Et tout un symbole, oui, parce que... Alors, en fait, j'y vois plusieurs sources d'interprétation. La première, c'est je me dis, vu que Jon est un Targaryen, il veut pas tuer quelqu'un qui serait potentiellement son maître, du coup il lâche sa colère sur le trône de fer. Ma deuxième idée, c'est qu'il détruit le trône de fer parce que ça représente l'ambition de Daenerys qu'il a finalement consumée, et du coup c'est pas totalement de la faute de Jon. Moi je me suis dit, il brûle parce que si c'est pas sa mère, ce sera personne d'autre. Aussi, voilà. Ça. Comme ça, Jon est assuré de ne pas finir au moins dessus non plus. On lui prête pas un peu trop de sentiments à Drogon ? Non, mais et d'intelligence. C'est-à-dire que même moi, il y a un moment, parce que c'était tôt le matin et que j'étais un peu émue et tout, je me suis dit, c'est l'esprit de Daenerys qui est en train de lui dire... Je veux dire, c'est un dragon, il faut juste se détendre un petit peu les nerfs. Je crois que ce moment de je vais brûler le trône parce que ma maîtresse est morte, c'est un dragon. C'est comme si... je ne vois pas très bien comment on peut intellectualiser ce moment-là. Il est joli, il est simple, c'est joli, c'est symbolique. Mais si tu décortiques tout ça, il n'y a rien qui tient la route, quoi. Ouais, mais les dragons, Tyrion l'avait dit dans une saison passée, ça passe pour être des créatures redoutablement intelligentes, qui ont de l'intuition. Alors, évidemment, on est dans le fantastique, là, mais c'est une figure fantastique qui est dotée, paraît-il, d'intelligence et d'intuition. Donc, ça peut... mais là, on lui prête une morale, en fait, alors qu'il n'en a pas. Il tue des innocents sans problème, en fait, Drogon. Non, pas d'une morale, d'une réaction affective. Ouais, je pense. Oui, après, faut pas oublier que Daenerys, elle avait aussi du mal à le contrôler en saison 4. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait enchaîné Rhaegal et Viserion. C'est parce que Drogon avait notamment brûlé une petite fille. Enfin, elle avait retrouvé les ossements d'une petite fille. Du coup, Reine des Cendres... Dans ce cas-là, il brûle tout. Il brûle pas que le trône. C'était quand même extrêmement ciblé, cette histoire. C'est-à-dire que ça a fait une très jolie scène, mais ça fait pas sens. Je pense qu'il voulait pour la symbolique plus qu'autre chose, de dire au moins il y a plus de trône et puis. Mais c'est bien, on en veut de la symbolique, et puis nombreux sont ceux qu'on dit de toute façon la seule fin correcte et la seule fin acceptable serait qu'il n'y ait plus de trône. On va arrêter de se demander qui va monter sur le trône, on va enlever le trône et voilà, fin de l'histoire. Donc c'est super. Après, de voir un dragon réfléchir et se dire je vais faire fondre. Bon, pardon, mais. Oui, puis surtout d'éviter soigneusement du coup Jon Snow parce que ce serait un petit peu con, faudrait surtout pas qu'il meure. Je crois qu'il a un peu esquivé Jon quand même, à un moment il s'est rappelé qu'il avait 2-3 réflexes. On va rester un peu sur Drogon, je vais laisser la parole à Maître Adrien pour sa toute dernière rubrique des théories Game of Thrones. Adrien, tu as une petite idée sur où est parti notre dragon préféré ? Oui, alors avant d'attaquer ma théorie, je vais quand même demander un peu, savoir l'avis autour de la table, à votre avis, où est-ce qu'est allé Drogon avec le cadavre de Daenerys ? Moi, je pense qu'il l'a emmené se faire ressusciter. Oh, intéressant. Marianne ? Moi, je dirais à Valyria, à l'origine des Targaryens. Ouais, et moi, je suis l'idée de Marianne, en fait. Parce que le seul indice qu'on a à propos de où va Drogon, c'est Bran qui nous dit il va vers l'Est. Vers l'Est, on le sait, il y a le continent des os, d'où vient Daenerys, où elle s'était réfugiée quand la rébellion de Robert avait débuté. Et du coup, dans le sud-ouest des os, on trouve l'ancienne Valyria. Et Drogon se rend là-bas, à mon avis, parce que c'est le dernier vestige de la civilisation des Valyriens, dont sont issus la maison des Targaryens. D'ailleurs, dans la première saison, avant qu'elle obtienne tous ses titres, Daenerys, elle se présentait comme Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen, du sang de l'ancienne Valyria. Alors du coup, pour rappel, les Valyriens, c'est le premier peuple qui est parvenu à dompter puis à monter sur des dragons, qui seraient nés selon leur légende, parce qu'il y a plusieurs légendes liées à l'origine des dragons dans Game of Thrones, d'une chaîne de volcans qui s'appelait les 14 Flammes. Ça va être important pour la suite. Et grâce à ce puissant atout, donc grâce aux dragons, les Valériens, ils ont pu régner sur l'ouest des os pendant des centaines d'années. Sauf que,
Et là, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ça tient de la magie? Est-ce que c'est une catastrophe? Il y a eu un événement, un cataclysme qui s'appelle le fléau de Valyria. Et en fait, les 14 volcans sont entrés en éruption et ont détruit Valyria. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en saison 5, quand Jorah et Tyrion voyagent à Essos, ils passent devant Valyria, enfin les ruines de Valyria, qui du coup maintenant s'appelle l'ancienne Valyria. Et à ce moment-là, ils aperçoivent Drogon. Ce qui veut dire qu'à mon avis, moi, il est retourné se réfugier là-bas pour en fait y déposer Daenerys, qui peut ainsi reposer parmi les siens. C'était génial. Merci Adrien pour cet éclairage. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de revenir sur un des gros succès de Game of Thrones. C'est toutes ces théories qui ont émaillé les différentes saisons de Game of Thrones. Elles ont été assez malmenées dans cette dernière saison. Adrien, toi qui passais tes soirées sur Reddit à décoder les théories, comment est-ce que tu as vécu c'est un peu un dévoiement de la part, en tout cas au moins des scénaristes David Benioff et D.B. Weiss? Je commence à prendre du recul là-dessus, mais ce que je voulais dire en premier, c'est que au moins, il y a une théorie que j'avais presque vue juste, c'est sur l'aspect Sam qui est le narrateur, puisqu'on découvre à la fin qu'il avait bien choisi le titre A Song of Ice and Fire pour le livre de son archimestre. Mais en fait, j'essaye de me dire que ils ont laissé. En fait, on pourrait dire qu'il y a deux mythologies de Game of Thrones. Il y a celle qui vient des livres et celle qui vient d'une adaptation. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'ils ne pouvaient pas tout gérer, parce qu'ils n'avaient pas le temps et que clairement, Weiss et Benioff, d'ailleurs, ils l'ont dit dans une interview il y a quelques mois, ils commençaient à être fatigués, parce que ça faisait 10 ans qu'ils étaient sur le projet, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, ils ont commencé, par exemple, la théorie du Valonqar, dont j'avais parlé dans l'épisode 3, qui a disparu. Le mot n'est même pas apparu dans la série, ou je pense au Azor Ahai, où ils ont fait un peu des mélanges. Moi, ce que je leur reproche vraiment, c'est que certes, ils peuvent créer leur propre mythologie en se basant sur celle de Martin dans la série, mais à ce moment-là, ils s'y tiennent. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que, par exemple, le côté Arya, qui doit fermer des yeux verts, des yeux marrons et des yeux bleus, comme le dicté par Mélisandre, au final, ça aussi, ils l'ont jeté au feu. Et ça me dérange. À chaque fois, tu as des fois la moitié de la prophétie qui est réalisée. C'est ça, ou alors ils en mélangent plusieurs. Est-ce que c'est fait exprès du coup Elle avait dû enfermer des yeux verts. Elle a tué tellement de gens. C'est ce que je me dis, mais cette théorie part a priori depuis la mort de Walder Frey, qui avait les yeux marrons. Après, ça répond avec les yeux bleus du Roi de la Nuit et les yeux verts, on se doutait tous que... Oui, on pensait que c'était Cersei ou Daenerys. Ouais. Charlotte, ça t'a gêné, toi, ces théories au fil des ans qui finalement se retrouvent toutes un peu fausses? Non, parce que c'est quand même pas... Je pense que ça dépend de quelle génération t'appartiens, en fait, en tant que spectateur de Game of Thrones. Je pense que des séries avec des théories de Fringe à Lost, je veux dire, on en a vécu plein, et on a souvent, voire toujours eu tort. Donc, moi, ça me choque pas. Après, ce qui me choque, c'est que j'ai toujours pas compris la clé de ça, c'est pourquoi cette accélération, pourquoi cette dernière saison raccourcie, toi qui sais tout, Adrien? En fait, je m'arrache les cheveux pour le savoir depuis, mais j'ai pas d'autre réponse qu'en fait, Weiss et Benioff, qui sont quand même venus vers Martin, je crois que c'était en 2005-2006, pour adapter leur série, et qui avaient deviné déjà à l'époque qui était la mère de Jon Snow, parce que ça, c'est un peu la légende. Je crois qu'ils en pouvaient plus. Genre, ils sont juste fatigués. Ou alors, ils ont écrit la série tout seul, en fait. Fallait peut-être avoir un petit peu plus de scénaristes et de sang frais pour tenir la longueur. Peut-être. Il aurait peut-être fallu avoir moins d'ego. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune obligation de faire les choses seuls. Après, peut-être aussi, et ça peut se comprendre, ils ont réussi à créer avec Martin un objet extraordinaire, et peut-être qu'ils avaient vraiment la peur, et ça, de la saison de trop, voilà, je sais pas, ça peut être ça, et c'est vrai que HBO leur a proposé, paraît-il, de faire plus d'épisodes, et moi je me dis, ça doit être ça, ils avaient le choix. À mon avis, on leur aurait fait des reproches dans tous les cas. Non, peut-être que ça aurait trop duré. Là, c'était trop court. C'est ce qu'avait connu Lindelof à l'époque de Lost, qui s'était pris un flot de... Oui, après, il y a une vérité universelle qui est que quand t'aimes une série, tu veux pas qu'elle s'arrête. Donc, de toute façon, que t'aies la meilleure fin, la pire fin, t'es pas content. Il y a 1000 possibilités, c'est le We Have to Go Back de Lost. C'est que là, les gens ne veulent pas que Game of Thrones s'arrête, même pas que pour la série, pour ce qu'elle représente, pour la communauté, pour la joie de partager ou la colère de se faire spoiler. Mais voilà, on vit dans un phénomène qui s'arrête. Alors, tout le monde est triste, c'est tout. Alors, on n'a pas encore fini de débriefer cet épisode, on pleurera après. On va y revenir. Alors, le trône n'est plus, mais quand même, il faut un roi ou une reine pour gérer les 7 couronnes. Alors là, on a le droit à une magnifique ellipse. Alors apparemment, il se passe, je sais pas, quelques semaines. Jon n'est toujours pas mort, pas du tout. Tout le monde sait qu'il a tué Daenerys, mais il est resté enfermé assez de temps pour juste perdre un peu de son panache capillaire. On attend, donc il attend qu'on décide de son sort. Allez, fondu au noir, boum. Alors, on est de retour à Fosse Dragon, le lieu où
où en saison 7, les camps de Cersei et Daenerys s'étaient réunis pour tenter une alliance contre les marcheurs blancs. On va écouter un nouveau son donc, qui prend place donc à Fosse Dragon. Et il y a un nouveau conciliabule avec des personnes puissantes de Westeros. Tyrion va nous retrouver sa verve des débuts et explique que la puissance des histoires humaines, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui lui fait choisir une personne en particulier pour devenir le roi des 7 couronnes. There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story than Bran the Broken? The boy who fell from a high tower and lived. He knew he'd never walk again, so he learned to fly. He crossed beyond the wall, a crippled boy, and became the three-eyed raven. He is our memory, the keeper of all our stories. The wars, weddings, births, massacres, famines, our triumphs, our defeats, our past. Who better to lead us into the future? Alors, ce choix, parlons-en. Cette scène, parlons-en. Est-ce que c'est logique que ce soit Bran qui finisse sur le trône de fer, Marianne? Bon, alors... Tu l'avais vu venir ou pas? Non, mais alors j'ai fait ce que peut-être d'autres ont fait ici, c'est que j'ai vu que le scénario avait fuité hier et je l'ai lu avant, ce qui m'a permis, de regarder l'épisode sans prendre ça en pleine face. Mais tu t'es auto-spoilé hier soir. Oui, mais c'était volontaire. Je crois que c'était comme une espèce de préparation psychologique. Alors le choix de Bran au départ et jusqu'à j'ai râlé depuis la lecture du scénario qui a fuité jusqu'à la scène où je me suis dit mais c'est n'importe quoi parce que Bran a répété tout au long de la série qu'il voulait pas le pouvoir, qu'il pourrait être lord de rien du tout, que d'ailleurs il était même plus Bran Stark, que maintenant il était la corneille à 3 yeux. En plus, il nous a fait rire, tellement il était par ses répliques un peu bizarres. Il est devenu un mème sur Internet. Voilà, c'est devenu un mème, donc on se dit non mais vraiment ça peut pas être lui quoi. C'était hyper décevant. Puis il s'est jamais engagé dans les Jeux du Trône. Il a aucune dimension politique. Il a aucune dimension de rien du tout. Il incarne quelque chose de fantastique qui reste non élucidé parce qu'il n'a pas expliqué. Quand Sansa lui dit mais c'est quoi, il dit c'est compliqué. Bon finalement on sait pas trop de quoi il s'agit. Et puis j'ai eu un flash en venant ici et je me suis dit évidemment en fait évidemment. Bon à supposer que ça soit la raison, mais je me suis dit on sait que George Martin voulait une fin douce amère. On sait qu'il n'a pas été consulté sur cette saison, mais j'imagine quand même qu'ils n'ont pas choisi, ça serait fou, quelqu'un d'autre que celui que George Martin voulait. Mais peut-être. Donc si c'est celui que George Martin voulait, et comme on sait que George Martin aime énormément Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit que ce soit Bran qui monte sur le trône, ça a un sens énorme. Et si c'est vrai, alors on peut relire toute la saison et tout prend sens. C'est que Bran, et il n'est pas humain, je sais, c'est méchant ce que je dis, mais c'est un fait. Il n'est plus un sujet comme un autre. Il n'a pas d'affect, il n'a plus d'émotion. Et du coup, le fait que ce soit Bran, ça signifie une chose. On s'est posé la question tout au long de la série, quelles sont les vertus légitimes pour un monarque? Qui a l'étoffe pour devenir l'héritier, le roi? Eh bien, tous les humains sont en échec. Voilà. Daenerys, qui était si prometteuse, échoue. Cersei échoue. Jon échoue. Tout le monde échoue. Et donc, c'est une espèce de leçon hyper pessimiste. Les affaires humaines ne connaîtront jamais un apaisement. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme le Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. C'est le seul à pouvoir porter l'anneau. Et encore, même lui, il n'y arrive pas. L'humain est écarté d'emblée. L'homme n'a pas le pouvoir de résister à l'anneau. Là, c'est pareil. En gros, aucun humain... on a envisagé tout le monde, toutes les capacités, la ruse, la sagesse, la bonté, la vertu, la foi. Rien n'a suffi. Et il faut que ça soit cet être fantastique, la corneille à 3 yeux, qui monte pour signifier l'échec total de l'homme à pouvoir se gérer. C'est l'échec total de la politique. L'échec de l'homme, mais aussi de la femme. On en a parlé tout à l'heure, mais avant le lancement de la saison 8, moi je faisais partie des femmes, et il y en avait pas mal, qui étaient nombreuses à penser que si une femme finissait sur le trône de fer, Game of Thrones pouvait être interprété comme une mise à mort du patriarcat. Alors, comment vous dire? On s'est un petit peu planté. Il s'est pas un peu foutu de notre gueule, George R. Martin ou les showrunners de Game of Thrones? Parce que, alors, Daenerys et Cersei, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on nous en parle, en fait. C'est assez cruel, je trouve. C'est vrai qu'elle est bien, ta théorie, Marianne. Et je me dis que si c'est ça, en fait, les grands fautifs sont vraiment les showrunners. C'est-à-dire qu'ils ont mal raconté le personnage qui tenait le plus à cœur à George Martin. Donc, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils ont gâché son personnage tout en lui donnant la finalité qu'il voulait.
voulait. Donc c'est comme si je te faisais le cadeau que tu veux, mais que je le cassais avant de te le donner, quoi. Tu Ça parles n'a de Bran, aucun c'est sens. ça ? Oui, de Bran. C'est terrible, parce que s'il savait que George Martin voulait que ce soit Bran qui finisse non pas roi des 6, mais des 7, mais des 6 royaumes, et qu'ils lui ont donné ce qu'il voulait, mais en lui donnant une trajectoire pourrie et en faisant que nous, quand même, régulièrement, on riait quand Bran parlait. Oui, c'est terrible. Donc cette théorie-là, je la trouve bonne, mais mal effectuée. Et après, est-ce qu'on est en train de se dire, en gros, il y avait le choix entre 4 femmes et Bran, et à la fin, c'est Bran qui a le trône. C'est-à-dire que c'était tout sauf une femme, quoi. Moi, là, je me dis que ce qu'ils nous disent, c'est que le pouvoir corrompt, et que sur ce point, les femmes ne sont pas meilleures que les hommes. Voilà. Alors, on a cru à un moment donné que les femmes seraient meilleures, mais Daenerys, c'est vrai que son arc narratif dont tu parlais tout à l'heure est précipité, mais on comprend que l'ivresse du pouvoir peut lui monter à la tête. Le sentiment de faire le bien peut l'enorgueillir. Bon, Cersei, elle est affamée de pouvoir. Sansa, pour moi, dont j'appréciais l'évolution, m'a déçue atrocement. Elle est semblable à ses bourreaux. Donc c'est un échec total de toutes les femmes, à part peut-être Lyanna Mormont, qui connaît cette fin héroïque. Et du coup, vraiment, je me dis, si on relit la série comme l'histoire de l'échec à constituer un leader efficace pour l'humanité. Alors du coup, même notre déception prend sens, notre déception de spectateur. C'est-à-dire qu'ils nous ont déçus, et c'est ça le doux amer. Et donc on est déçus, mais c'est volontaire. On est déçus, c'était le but. C'est l'autoflagellation, quoi. Les êtres humains sont des merdes, et voilà. Oui. Ouais, moi, j'aurais été moins déçue si on avait proposé d'abord à Arya, que Arya avait dit non. Après, on aurait proposé à Brienne. Brienne aurait dit non. Mais après, on se serait dit, Sansa, ça craint, et Bran, alors. On les aurait laissés un peu régner aussi, parce que là, c'est un peu facile, en fait, du coup. Il y a que Cersei qui a eu, entre parenthèses, le droit de régner, et en fait, elle l'a fait de manière patriarcale, justement, en adoptant les codes masculins. Alors qu'on espérait, moi, en tout cas, j'espérais que, le fait que Daenerys arrive au pouvoir et qu'elle comptait, justement, briser la roue, elle allait proposer une autre manière, en fait, de gérer le pouvoir que par la violence, la puissance, la crainte, et on n'aura jamais eu l'occasion de voir ça. Dans ce monologue aussi, Tyrion parle d'histoire, hein. Il dit que c'est ça qui nous réunit, il y a un truc assez méta. Mais moi, je me demandais, ça fait pas, à la suite de pas mal de controverses, on a reproché à la série de manquer de diversité à tous les étages, hein, que ce soit derrière donc ceux qui écrivent ou parmi les personnages, assez peu de personnages racisés, et quand ils le sont, leurs arcs narratifs sont quand même réduits à peau de chagrin. Alors, on parle d'histoire un peu dans Game of Thrones. Alors, est-ce que Game of Thrones, c'est pas, en fait, l'histoire de l'Europe, surtout du Moyen-Âge, une histoire qui est un peu romancée, fantasmée, mais surtout qui est racontée, encore une fois, du point de vue des dominants et des Occidentaux. Et des Américains. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que le livre d'histoire qu'on pose à la fin de l'épisode, le Song of Ice and Fire, on voit bien qu'il est faux, puisque Tyrion n'apparaît pas. Donc donc c'est intéressant de voir que l'histoire est quand même aussi, parfois, écrite par certains qui l'écrivent littéralement et qui ne sont pas forcément des témoins fidèles. Et même quand Brienne va consigner la destinée de Jaime, elle omet un peu des détails négatifs et c'est vraiment son cœur qui parle, où il dit qu'il s'est sacrifié pour sa reine. T'as un peu oublié. Effectivement, la personne qui écrit raconte son histoire et pas l'histoire, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça, quelque part, c'est ce qu'on a reproché à Game of Thrones, mais ils en sont conscients. C'est ça qui est dingue. Ils sont conscients, en fait, que l'histoire, elle est racontée par, justement, en omettant et en montrant que Tyrion ne figure pas, que Jaime ne figure pas, alors qu'ils sont super importants. T'as l'impression qu'ils peuvent même répondre à la critique qu'on fait, en fait, que moi, je peux leur faire. Et en même temps, il y a cette ouverture à la fin, on en pense qu'on en veut, du départ d'Arya, mais il y a cette espèce d'ouverture de l'horizon. Voilà. Le monde ne se réduit pas à Westeros et Essos, et donc c'est pas mal aussi cette Christophe Colomb, quoi. Oui, voilà, c'est cette ligne d'horizon qui s'ouvre. Alors, on va écouter un dernier son qui nous raconte un petit peu la fin de Game of Thrones. Et finalement, on râle, mais on a tout de même une reine, hein, la Queen of the North, Sansa Stark. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa résolution et même de la résolution en fait des différents personnages Stark, qui était la famille un peu qu'on suivait depuis le début? Moi, ce que je me dis en fait, c'est qu'au final,
toute la fin de la série de Game of Thrones, c'était justice pour les Stark. C'est-à-dire que je me dis, si la saison 8 avait été, par exemple, la saison 4, et donc la dernière, et que les 3 premières saisons, c'est là quand même où on voit le plus les Stark souffrir, avec les noces pourpres, la mort de Ned, etc., peut-être que les gens l'auraient du coup mieux interprété. C'est vraiment une question que je me pose, parce que pour moi, l'idée de cette saison 8, c'est vraiment le retour des Stark. Enfin, chacun finit dans un arc qui lui correspond, là où ils sont à l'aise, là où il est bien, et... Charlotte, tu nous parlais de Sansa. Alors, qu'est-ce qui t'a dérangé dans ce personnage qui finalement est celle qui arrive à être reine de quelque chose à la fin de Game of Thrones? C'est pas sa finalité, c'est pas le fait qu'elle soit reine du Nord qui m'a dérangée, c'est le fait que au cours de cette saison, on est sous-entendu que Sansa est une femme forte parce qu'elle a été violée et torturée. Moi, c'est ça qui m'a vraiment posé problème, et je sais que je suis loin d'être la seule. Donc, je pense pas que le fait qu'elle soit reine soit un lot de consolation, et je pense qu'elle a toujours eu des réflexions assez malines en fait, de gestion d'un royaume, même de questions très banales de mais qu'est-ce qu'on va manger, mais où est-ce qu'on va les coucher, mais voilà, elle a quelque chose de logistique qui est intéressant. Maintenant, c'est dommage, on ne saura pas, mais comment elle va régner et est-ce qu'elle va réussir à gérer, elle, ses questionnements moraux, peut-être quelques petites envies de vengeance, peut-être quelques envies de faire ce qu'on lui a fait. Enfin voilà, moi, j'aurais bien aimé savoir. En fait, je trouve que c'est très dur qu'on nous coupe ça comme ça parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Après, par rapport à ce que tu dis, Adrien, sur les Stark et le fait qu'on les soigne un peu, j'ai l'impression que c'est le seul moment où les showrunners se sont dit, bon, on va faire n'importe quoi, mais il y a un truc auquel on ne va pas toucher. Là, sur la fin, c'est les Stark parce que le public va devenir taré si on en tue un du reste de la tribu, quoi. C'est quand même les seuls où ils n'ont même pas été mis en danger, en fait. Il ne s'est rien passé, on ne s'est pas inquiété, ni pour Arya, ni pour Sansa, ni pour Jon Snow. Ouais, mais on a l'impression que Game of Thrones était une série qui prenait des décisions très controversées dans les premières saisons, qui nous a fait réfléchir à notre sens de la morale. Et là, tout d'un coup, tout revient. Enfin bon, la morale de l'histoire, c'est qu'on a suivi les gentils et c'est les gentils qui gagnent à la fin, non, Marianne? Je crois pas, non. En tout cas, moi, je parle par rapport aux Stark. Et non, franchement, non, même pas. Alors, effectivement, à la fin, on a cette scène des Stark, il y a le bateau Stark d'Arya, il y a le drapeau Stark partout. Bon, très bien, c'est les Stark. Je me suis dit, moi aussi, victoire des Stark, et je me suis dit, quelle ironie, qui avait été détruit. Ok. Sauf que ces Stark qui restent, il n'y en a plus aucun qui est un Stark, en fait, qui est fidèle aux valeurs des Stark. Arya, je veux dire, la tueuse professionnelle, n'a rien des valeurs profondes des Stark. Sansa, c'est Cersei. Je veux dire, on peut l'admirer pour ça, pour son intelligence machiavélique, mais du coup, elle n'est plus une Stark vraiment, c'est une Lannister. D'ailleurs, elle a un rapport maternel avec Cersei, elle l'admire, Cersei l'a maternée, etc. Jon, en plus d'un Targaryen, et, alors moi j'ai trouvé ça ironique au possible, la dernière image de lui qu'on a, mais il ne tient pas parole, il a été condamné à rester au mur, et il s'en va, quoi. C'est-à-dire qu'il trahit sa propre punition, donc il est lui aussi infidèle à ses propres valeurs. Et Bran qui n'est pas un Stark. Donc en fait, c'est la victoire des Stark, mais il n'y a plus de Stark. Moi, je trouve que c'est un peu un paradoxe. Et là, du coup, je suis contente parce que je retrouve les subtilités de Game of Thrones. C'est-à-dire d'être dans des nuances. Bon, voilà, et ça, c'est un final Stark, et en même temps, il n'y a plus vraiment de Stark. Tu parlais d'ironie tout à l'heure, mais effectivement, dans Game of Thrones, il y a beaucoup d'ironie du sort. Donc, c'est-à-dire que les personnages se retrouvent à faire ce qu'ils voulaient absolument pas faire, à être ce qu'ils voulaient absolument pas être, comme Jon qui finit par faire en fait exactement la même chose que Jaime. Il est un Queenslayer. Ouais, c'est ça. Et en fait, lui, on a de la chance, vu tout ce qu'il a fait avant, ça restera pas, le Queenslayer. Voilà. Mais en tout cas, c'en est presque too much dans la manière dont Game of Thrones boucle la boucle avec ce dernier épisode et joue sur comme ça l'ironie du sort. Je voulais pas être ça, donc je suis l'inverse. Je trouve ça un peu too much. Pareil, le limier, l'épisode d'avant, qui meurt dans le feu. On sait qu'il a peur du feu. C'est pas ça. Je trouve que ça manque un petit peu de subtilité, moi. Il boucle vraiment le dernier plan. Pour moi, il boucle vraiment la boucle. Oui, c'est-à-dire que le tout premier plan du tout premier épisode de Game of Thrones, c'est les trois gardiens de la nuit qui s'avancent dans la forêt et qui tombent sur les marcheurs blancs. Et là, donc en gros, ils marchent vers la mort. Et là, Jon qui mène les sauvageons, clairement, il marche vers la vie, en fait. Et d'ailleurs, on voit justement des sauvageons qui avaient fini en charpie dans le premier épisode. Là, il marche avec lui. Il y a des enfants. Il a presque une allure de roi, moi, j'ai vu à ce moment-là. Oui, c'est le futur roi au-delà du mur. Mais justement, où est sa punition? Oui, voilà, c'est ça. Il est content. Mais oui. Il avait le nord en lui. Tormund lui avait dit, il retrouve sa place. Ouais. Il retrouve son BFF. Enfin, je veux dire, c'est génial, la vie de Jon Snow, en fait, non? Après, c'est un peu le boulot d'une bonne série de nous questionner nous-mêmes notre morale. Et moi, en fait, j'ai pas envie qu'il soit puni. Mais moi non Jon plus. Snow. Mais c'est là qu'il y a des contradictions, en fait.
Ouais. Voilà, c'est un peu facile qu'il traverse tout d'ailleurs sans mourir, enfin qu'il soit pas exécuté. On n'a pas parlé de Vergris qui décide finalement de redescendre gentiment après avoir être devenu un tueur sanguinaire. Finalement, il va retourner à l'île de sa bien-aimée. Il laisse Jon Snow tranquille alors que Jon Snow a quand même tué Daenerys dont il était fidèle depuis le début. C'est un peu bizarre quand même. Enfin, moi je trouve qu'il y a des paradoxes. On a beau mettre la morale sur l'histoire, pour moi c'est beaucoup d'incohérences scénaristiques quand même. En tout cas, je pense qu'il y a une tension non résolue sur la problématique du déterminisme et de la liberté, parce que dans le dialogue Tyrion-Jon, quand Tyrion dit à Jon cette phrase atroce, il lui dit notre reine est par nature feu et sang, et c'est une discussion de philo, et Jon qui dit mais non, mais est-ce qu'on serait par essence quelque chose? Moi je pense qu'on se choisit, donc ce serait plutôt une philosophie de la liberté, et en même temps il y a toutes ces prophéties qui malgré tout semblent s'incarner, les visions de Bran, la vision de Daenerys dans l'hôtel des non-mourants. Donc là j'ai l'impression que pour la fin c'est pas résolu, on sait pas. Est-ce que on sait pas ce qu'ils veulent nous dire, s'il y a un déterminisme familial ou pas. Sur ce point-là on sait pas trop. Non, surtout que Bran a l'air de savoir qu'il va devenir roi en fait, parce qu'il a cette phrase que j'ai pas compris où il dit à Tyrion en fait, pourquoi tu crois que je suis venu si loin? Il fait le malin là. Ouais. Mais ça fait plusieurs moments qu'il fait le malin quand même. C'est-à-dire que chaque phrase, on dirait que c'est un fortune cookie qu'il a ouvert et qu'il a dit random une phrase. Et quand on se rappelle comment il raconte à Sansa son propre viol. Ça fait peur quand même, ce futur roi. Enfin, je veux dire, sans empathie aucune. Quand oui, c'est un sociopathe en fait, Bran. Alors, on va finir sur ce mot, enfin en tout cas sur le mot sociopathe. Est-ce que cette fin, finalement, vous en êtes satisfait? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que pour avoir un avis définitif dessus, Charlotte? Moi, ça fait au moins 2 ans que je me dis il serait peut-être temps que ça s'arrête. Et maintenant que c'est fini, je me dis non, mais en fait, j'ai l'impression que dans cette fin, il y a au moins 6 fins ouvertes, il y a au moins 6 spin-offs ready, sans passer par d'autres époques, sans passer par d'autres personnages, juste en restant avec ces personnages. T'as envie de la suivre, Arya, t'as envie de voir le règne de Bran, t'as envie de voir Sansa si vraiment elle va finir en Cersei Lannister et jusqu'à quel point. Donc en fait, là, moi, je suis dans un espèce de truc de frustration qui est vraiment horrible. Je n'ai plus envie que ça s'arrête, c'est bizarre. Adrien? Moi je dirais, en fait je me dis la même chose que je me suis dit à la fin de Lost, c'est-à-dire que peu importe si j'aime ou pas la conclusion, j'étais là pour le voyage, j'ai apprécié l'aventure et du coup... on retrouve la sagesse du maître dans ces mots. C'est vrai. Marianne, est-ce que cette conclusion te satisfait un minimum? Quand j'essaye de la rationaliser et d'y trouver du sens, après, c'est à chaud là qu'on débriefe. Parce qu'effectivement, peut-être dans une semaine, dans un mois, on aura une autre vision des choses. Quand j'essaye de rationaliser, je me dis, ça se tient finalement. Mais du point de vue des affects et de l'émotion, j'ai beaucoup souffert et je me remettrai pas du sort réservé à Daenerys, clairement. Moi non plus. J'avais beaucoup d'affection pour ce personnage et j'en ai même parlé avec un ami psychiatre pour dire mais enfin est-ce que c'est possible? Et cette décompensation à ce point, je pense que je le digérerai jamais. Voilà, qu'elle ait brûlé tout le monde. Ouais. Alors, 8 ans de débat, d'analyse, à n'en plus finir, d'articles. On n'avait pas vécu cette ferveur collective sérielle dans ma tête depuis, je dirais, Lost, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que comme ça, ce grand phénomène, on a l'impression que c'est presque une coupe du monde des séries, un truc incroyable. Est-ce que ce genre de phénomène, ça peut se reproduire ou est-ce que Netflix et l'essor des plateformes a tué ça? Parce que si on ne peut pas se réunir tous ensemble, si on n'a pas un horaire, une date où sort l'épisode chaque semaine, et or Netflix et les plateformes ont tendance à sortir tout d'un coup, on ne pourra plus tous ensemble réfléchir à un seul épisode, tous ensemble être énervés, au contraire être touchés, être émus et balancer toutes nos émotions sur Twitter. Pour l'instant, à moins qu'il y ait un changement, parce qu'on sent qu'il y a un gros remue-ménage chez HBO quand même, HBO reste en rendez-vous hebdomadaire. Donc au moins, on a encore éventuellement Westworld qui peut peut-être mieux trouver sa place maintenant que c'est plus la série entre 2 saisons de Game of Thrones ou Watchmen. Enfin, je pense qu'il y a encore c'est le prochain projet des chaînes. Voilà, il y a encore des chaînes qui vont nous imposer des rendez-vous parce que c'est vrai qu'avec le rythme Netflix, on a un rendez-vous qui dure 48 heures. C'est horrible. On a là, tu vois, je sais pas, il y a Dark saison 2 qui va arriver, on va tous s'exciter pendant 2 jours, après on va plus en parler. Et ça, c'est vraiment, ça sert à rien en fait. Oui, parce que c'est pas ça. On perd pas un peu si on va vers ça. J'essaie de prendre ma boule de cristal, tel Bran, et de voir le futur. Mais ne deviens pas Bran, on s'oublie. C'est déjà trop tard. Non, mais on n'a pas le danger de perdre un peu ce qui fait carrément l'essence d'une série, quoi. C'est-à-dire d'être ensemble. La vérité, c'est qu'entre Lost et Game of Thrones, on l'a vécu quand cette communauté? Jamais.
C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on n'a pas vécu ça et on s'est pas dit pendant 10 ans, ah bah dis donc, c'était quand même sympa Lost. Il se trouve qu'on s'est... Adrien s'est dit ça. Hein. Oui, non, mais ça c'est de la nostalgie, mais moi aussi je suis une grande fan. Et puis moi de Twin Peaks, t'imagines, ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas vécu ça en ce qui me concerne. Mais je veux dire, je ne crois pas que ça nous manque dans notre consommation de séries d'un phénomène à l'autre. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'attende plus 10, mais 20, mais 30 ans avant qu'il y ait un énorme truc ou que ce soit dans une masse plus petite. Mais enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a pas manqué. Je me suis jamais dit vivement que je puisse revivre un truc communautaire. Ça nous est tombé dessus, en fait. Adrien, t'es d'accord ou pas ? Ouais, je suis assez d'accord. Et je pense qu'il y a peut-être une occasion de le revivre dans 2 ans à peu près, je crois que c'est ça. C'est la série Le Seigneur des Anneaux, qui va donc être adaptée par Amazon Prime. Et à mon avis, en tout cas, ils ont envie de mettre le budget dessus. On sait qu'ils se basent sur une énorme fanbase. On sait que là, ils peuvent pas décevoir les fans, sinon ça va être un fléau. Et je me dis que si on a une capable... Après, il y a The Witcher aussi sur Netflix. Oui, on va en arriver. Oui, du coup, la question, c'est on arrive à l'ère des blockbusters. C'est ça qui a changé Game of Thrones, en fait. C'est que toutes les chaînes se disent, en fait, c'est possible, c'est OK de mettre une thune incommensurable et de rentabiliser ça et de lancer mes blockbusters. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour les séries ? Attention, Game of Thrones, c'est pas qu'un blockbuster. C'est une communauté qui préexistait, c'est une adaptation, c'est un travail fait par la chaîne d'une année sur l'autre, c'est des expositions, il y a des milliards de choses autour de Game of Thrones. Ils n'ont pas juste balancé une série comme ça, sinon ça n'aurait jamais marché, en fait. C'est-à-dire que je crois que si les chaînes ou les plateformes se disent on va sortir un blockbuster, ça va marcher tout seul, c'est mort pour eux. Parce qu'en plus, il y a un truc qui a quand même beaucoup grandi et qui sera encore pire quand le Seigneur des Anneaux va arriver, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, on a quand même arrivé à un moment où il y a des gens qui font des pétitions pour réécrire des saisons en 2019. Imagine en 2021 à quel point tout est en train de se renverser. Donc il ne s'agit pas juste de mettre une série à l'antenne. Hein. On a commencé à en parler, mais il y a des spin-offs de Game of Thrones qui sont en cours, évidemment, parce que HBO ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. La mythologie de Game of Thrones est tellement incroyable qu'il y a plein de spin-offs, notamment celui d'Arya, Christophe Colomb. Ah, mais je suis à fond. Celui-là, moi, je suis à fond, moi. Adrien ? On sait qu'il y a 2 ans, HBO a annoncé qu'il y en avait 5 en développement. Tout récemment, Martin a dit qu'il y en avait 3 qui bossaient encore très sérieusement et que lui, il était impliqué en plus dedans. Et il y en a un qui parle de la longue nuit, donc la première longue nuit, celle où Azor Ahai a dû repousser les marcheurs blancs, où on a eu des événements comme la construction du mur par Bran le bâtisseur, ou encore la fondation des Lannister par Lann le Futé. Et ça me tenterait assez bien. Et après, ils en parlent d'un deuxième plutôt lié aux Targaryens et qui est entre les mains d'un scénariste qui s'occupe notamment de Godzilla et des films de kaiju comme ça, donc de gros monstres. Donc autrement dit, attention dragon are coming. Et alors celui qui est en train d'être tourné, là, il y en a un dont le pilote est en train d'être tourné. C'est ça, en Irlande du Nord, c'est La Longue Nuit. C'est La Longue Nuit. Qui a été renommé Blood Moon d'ailleurs. Voilà, donc c'est celui-là, il y a de bonnes chances de se faire. Il y a plus de chance, en fait. En tout cas, il y a une commande de pilote et on va voir si HBO commande la série derrière, s'ils sont convaincus. Ok. Charlotte, est-ce que tu as envie de voir ça ou tu vas plus être vers le Seigneur des Anneaux ou vers... Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, je vais être à fond et puis je vais être redoutable, évidemment. Alors, c'est marrant parce qu'aucun des spin-offs qui ont été annoncés ne m'intéresse. En revanche, effectivement, Arya, je veux savoir. Là, dans cet épisode, on dit il faut qu'on retrouve Drogon. Je veux savoir, je veux aller retrouver Drogon. C'est-à-dire que je trouve que cet épisode-là, c'est la meilleure annonce de spin-off. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il y en avait 5, maintenant il n'y en a plus que 3. Puis tout doucement, ils écrèment un peu les idées qui devaient être bancales, alors que là, on a des idées hyper béton qui arrivent. Et tout se passe dans le passé, d'ailleurs. Il faut quand même préciser, c'est tous des préquels. Bon, après, les acteurs en ont peut-être marre, et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Alors, je vais revenir sur mon obsession du blockbuster, parce que je vois que vous étiez un petit peu... vous êtes beaucoup trop heureux qu'il y ait des blockbusters qui arrivent dans le monde des séries. Non, mais si on compare, quand on parle de blockbuster, on compare au blockbuster ciné, qui est aussi un peu montré du doigt pour avoir un peu essoré, du coup, la créativité, l'originalité. Le monde du cinéma est souvent pointé du doigt avec tous ces super-héros, ces Avengers, etc., qui racontent un peu toujours la même histoire. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'il arrive un peu la même chose au niveau des séries et qu'on tombe dans un espèce d'épuisement narratif où en fait toutes les chaînes et les plateformes vont mettre leur bille là-dedans dans des énormes projets qui sont déjà effectivement des bouquins où il y a déjà des énormes communautés de fans, donc c'est bien sympa de regarder la 5e histoire du Seigneur des Anneaux sur un écran, mais est-ce qu'on va pas se priver de ce qui fait la saveur et des séries, quoi, la nouveauté? Non, c'est beaucoup trop cher. Une plateforme et une chaîne a besoin de pas une série mais 25, 30, 50, 100 séries. Regarde la production de Netflix actuelle, ils peuvent s'en offrir, d'ailleurs ils s'en sont
toujours pas offerts de blockbuster. Ils peuvent s'en offrir un, peut-être deux, et puis ça s'arrête. On aura toujours, et heureusement, des séries fauchées, faites sans argent, mais avec des idées, avec de l'intime, avec du cœur, avec de la psyché. Ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire travailler son cerveau que de faire travailler des effets spéciaux. Bon, Adrien, je vais pas te poser la question parce que toi, les blockbusters, tu aimes beaucoup. Oui, non, mais des fois, je me demande si les chaînes n'essayent pas de reproduire ce qui se passe au cinéma, c'est-à-dire de créer un univers cohérent et un univers étendu. Tu parlais des Avengers notamment. Du coup, je me demande est-ce qu'on va pas partir là-dessus, parce que par exemple, la série Le Seigneur des Anneaux, on parle d'une anthologie. Donc du coup, chaque saison reviendrait sur une période, des personnages donnés différents. Et est-ce qu'on se dirige par là aussi à travers les spin-offs de Game of Thrones? C'est une vraie question que je me pose. Et moi, j'ai envie de poser une question à Marianne. Attends, ça, c'est la question à 3 millions de dragons d'or. Quelle est la morale de l'histoire de Game of Thrones au final? Parce qu'on avait l'impression que c'était quelque chose comme ça de très pervers et très compliqué. Mais en fait, ça finit, je trouve, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Le bien, le mal. Il faut tuer les méchants. Ils sont, voilà, pareil. On n'a pas parlé des marcheurs blancs, mais enfin bon, c'était une menace qui durait depuis 6000 ans. Bon, il y a un petit coup de poignard et c'est réglé cette histoire. Le mal est parti, comme Sauron, comme l'anneau. Ah bah non, moi je crois que le mal est partout à la fin. C'est ça en fait. Et du coup, alors une morale de l'histoire, ça paraît difficile et c'est ce qui fait que j'ai aimé cette série et qu'on en parle là, c'est qu'elle est extrêmement riche. Il y aurait plein de morales. Mais je crois que peut-être la morale de la saison 8, en tout cas, enfin quelque chose qui est inédit dans Game of Thrones, que c'est cette idée nouvelle qui vient d'arriver, je crois, et qui explique la fin, c'est que rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui prétend savoir ce qu'est le bien. Justement, savoir ce qu'est la morale. Rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui essaie de répondre à ta question et de définir ce qu'est la morale. Et c'est pour ça que Daenerys est tuée, Tyrion dit ça. Enfin, vraiment, je trouve que cette série qui nous a montré des systèmes moraux concurrents, en montrant les limites de chacun, en les faisant s'affronter, etc., montre qu'à la fin, l'ennemi premier, c'est la certitude de posséder le bien. Et ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, oui. On va réfléchir là-dessus. J'ai envie de finir par vous poser à chacun et chacune une question plus personnelle. Qu'est-ce qui va, ça peut être, je sais pas, des saisons, des personnages, une ambiance, quelque chose qui était lié à ça, mais qu'est-ce qui va vous manquer le plus avec la fin de Game of Thrones? Voilà. Tellement de choses qu'on a du mal à en trouver une seule. Ouais. Non, mais effectivement, je pense ce côté communautaire. Moi, je suis vraiment beaucoup entourée de gens qui ne regardent pas du tout de séries, mais qui regardent Game of Thrones. Et au moins, j'ai l'impression d'avoir un point commun avec tout le monde. Et j'ai entendu des gens s'engueuler à la caisse de Monoprix parce qu'il y en avait un qui a spoilé à l'autre. Enfin, j'ai l'impression qu'on a vécu un truc, comme une Coupe du Monde, je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure. Ou on a vécu quelque chose tous ensemble. Ouais. Et c'était beau. Une espèce de ferveur collective, voilà. Alors tantôt hystérique, tantôt c'est beau. Tantôt pleine de spoil, tantôt pleine de surprises, mais qui nous a aussi mis en colère, qui a créé des conversations. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du traitement des personnages féminins dans les séries grâce ou à cause de Game of Thrones, et ça ouvre des débats qu'il fallait avoir. Donc voilà, moi ça. Adrien, des théories? Forcément, c'est ce que j'allais dire, je rejoins le point de vue de Charlotte là-dessus, c'est les théories, c'est le fait d'échanger, d'aller se prendre la tête sur Reddit, de voir des trucs de ouf qui peut-être se produiront pas, mais c'est pas grave. Mais sinon, le personnage qui va me manquer surtout, c'est Tyrion, parce que je l'aimais beaucoup et je suis très content qu'il l'ait pas tué, parce que j'y croyais plus beaucoup. Donc Tyrion. Moi, je pense que Charlotte a très bien décrit ce phénomène qu'on a vécu. C'est vrai que je ne crois pas avoir fait des soirées pour quoi que ce soit d'autre. Là, par exemple, quand j'ai vu La Longue Nuit, mais ça a été un espèce de rituel, l'épisode 3, là. Ouais. J'ai dû tout fermer. Puis il y a le téléphone débranché, puis personne ne parle, quoi. C'était vraiment un truc... Donc c'est vrai que c'est un événement extraordinaire. Et puis si on se focalise maintenant dans l'intérieur de la série, qu'est-ce qui serait propre à cette série? Sa richesse, son côté questionnant, qui nous questionne encore aujourd'hui. Et puis désolée de revenir toujours à elle, mais je pense que c'est ma frustration du sort quand même qui lui a été réservé. Mais je pense que... Et j'ai vu passer tous ces tweets de pauvres femmes qui ont appelé leur enfant Daenerys. Mais Daenerys nous a quand même beaucoup inspiré, cette espèce de femme lumineuse, ce monarque éclairé, qu'elle a passé pour être pendant plusieurs saison, cet enthousiasme-là,
C'était bien, c'était bon à vivre. C'était beau cet empowerment. Oui, voilà, c'est ça, c'était beau à vivre. Moi, il y a un truc j'ai presque un peu honte de le dire, mais il y a un truc que j'adorais dans Game of Thrones, en vrai, c'est qu'il y avait une violence et une colère. Et en fait, les femmes, elles avaient le droit aussi d'être ultra violentes, ultra en colère. Alors, des fois, c'était mal fait, mais au moins, elles faisaient tout péter. Et évidemment qu'on peut pas faire ça dans la vraie vie, mais des fois, on en a envie. Et évidemment qu'on passera jamais à l'acte, mais je veux dire, c'est cathartique, en fait. Ouais. Donc, cette explosion comme ça des femmes en colère qui font tout péter, toutes des villes et tout. Et verre de vin à la main. Comme oui, avec un verre de vin. Toujours un verre de vin à la main. Voilà. C'était Game of Thrones. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps de refermer ce dernier numéro du Débrief de Fer. Un grand merci à Marianne Chaillan, philosophe et autrice du livre Game of Thrones, une métaphysique des meurtres. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et puis alors surtout après ce dernier épisode, il faut vraiment lire son bouquin parce qu'il est très intéressant d'un point de vue philosophique. Et tu as aussi tourné pour Combini une série de pastilles pop philo éclairantes sur les personnages de Game of Thrones qui est dispo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook de Binge. Je remercie aussi chaleureusement Charlotte Bloom, animatrice de l'émission Story Série que vous pouvez regarder. Donc c'est tous les lundis sur OCS City, c'est ça. Ok, et merci beaucoup Charlotte. Moi j'en profite pour la prendre au piège. Marianne, j'attends ton livre sur Lost. Allez. Ah oui, ça c'est vraiment pas une mauvaise idée. Et donc je remercie aussi l'impeccable maître Adrien Delage qui m'a accompagné durant ces 6 podcasts du Débrief de Fer. C'était un plaisir Adrien. Je retourne dans ma citadelle. On peut en tout cas lire ta pro sur le site de Binge, même si tu es dans ta citadelle. Un grand merci aussi à Mathieu Gagné d'avoir assuré la réalisation du podcast et à Robin Riccitello de la Combini Radio qui était à la coordination de ces 6 podcasts. Cet épisode, comme tous les autres, est disponible sur toutes les plateformes des internets, Deezer, iTunes, Spotify, YouTube. Je ne vous donne malheureusement pas rendez-vous la semaine prochaine, mais j'espère très bientôt pour de nouveaux podcasts Binge sur les séries. Combini Radio.